Je me tenais devant le miroir, fermant le fermoir de mon collier, me répétant que ce soir pourrait être différent. Mes parents avaient enfin tendu la main après des mois de conversations hachées et de regards de biais à travers la table du conseil. Un dîner au domaine, juste nous trois. Pas de distraction. Un instant, je me suis laissé croire que cela signifiait réconciliation, une trêve, peut-être même une chance de redevenir leur fille plutôt que leur adversaire. J'enfilais mon manteau quand mon téléphone a vibré. 3 mots s'affichaient sur l'écran. Appelle-moi immédiatement. Pas de salutation, pas de contexte. L'expéditeur, Corwin. Mon estomac s'est noué alors que je composais le numéro. Il a décroché à la première sonnerie, sa voix sèche, urgente. Lé est loin. Ils ont déposé la requête ce matin. Tutelle d'urgence. Tadeu et Iris affirment que tu es mentalement incompétente pour diriger l'entreprise. L'air m'a échappé. Mon manteau a glissé de mes mains et s'est posé sur le parquet avec un léger bruit sourd. Et quoi? Ils ont joint des témoignages, des affidavits. Ce ne sont plus que des paroles. Ils veulent le contrôle légal. L'espace d'un battement, le monde a vacillé. Je repensais à l'invitation douce de ma mère, parlons de l'avenir, et à la politesse forcée avec laquelle mon père m'avait souri au dernier conseil d'administration. J'avais cru à un progrès. Ce n'était qu'une préparation. Ils ont planifié ça, ai-je murmuré, plus comme une prise de conscience lente qu'une accusation. Corwin n'a pas adouci ses mots. Oui. Et ils avancent vite. Les tartelettes au citron que j'avais achetées sur le chemin du retour reposaient encore dans leur boîte sur le comptoir, soudain dérisoire. Une offrande de paix destinée à des parents qui avaient déjà décidé de m'effacer. Je me suis laissé tomber sur le banc près de la porte, le pouls battant fort, fixant l'écran lumineux de mon téléphone. Je savais que je ne pouvais pas entrer aveuglément dans ce dîner. Ce n'était jamais une invitation. C'était une embuscade. Et je venais de pénétrer dans leur jeu. Je pouvais encore entendre la voix de ma mère, 3 jours plus tôt, douce d'une chaleur disparue depuis des mois. Chérie, parlons de l'avenir. Juste un dîner, nous trois. Cela avait sonné comme un fil recousant quelque chose de déchiré. Une chance de croire que nous pourrions nous retrouver. J'avais tellement voulu y croire que je m'étais arrêtée à la petite boulangerie près de mon ancienne école et j'avais acheté des tartelettes au citron, celles qu'elle glissait autrefois en cachette dans mon assiette quand j'étais enfant. Maintenant, avec les mots de Corwin résonnant dans ma tête, ce souvenir avait tourné à l'aigre. Ce ton tendre, cette invitation s'était répétée, préparée. Il ne voulait pas ma compagnie. Il voulait ma soumission. Je me suis enfoncée davantage sur le banc, laissant ressurgir d'autres moments que j'avais balayés autrefois. Mon père me coupant au milieu d'une phrase lors d'une réunion trimestrielle, terminant mon idée comme si je n'avais rien dit. Le petit rire de ma mère devant le personnel, et loin oubli des choses ces derniers temps, mais n'est-ce pas le cas de nous tous? Tout le monde avait ri, et moi aussi j'avais forcé un sourire, feignant que ce n'était rien. Mais ce n'était pas rien. C'était une érosion constante. Je l'avais excusé comme de la tension, comme l'âge, comme des dynamiques familiales. Je m'étais dit que j'imaginais les choses, car l'alternative était trop douloureuse que les gens qui m'avaient élevé sapaient lentement ma crédibilité en public tout en me donnant des miettes d'affection en privé. Je suis entrée dans ma cuisine et j'ai ouvert la boîte de la boulangerie. Les tartelettes au citron semblaient identiques, croûte dorée, sommet sucré. J'ai refermé le couvercle avec des mains tremblantes et les ai repoussées. Ce n'était plus des gestes d'amour. C'était la preuve de ma naïveté, de ma volonté de croire. Le téléphone reposait toujours sur mes genoux, l'avertissement de Corwin brûlant à mes oreilles. Je compris que je ne pouvais plus être la fille qui voulait la paix. Je devais être autre chose entièrement, car les sentiments venaient de se transformer en munitions. Corwin fit glisser un dossier sur son bureau, plus lourd que les quelques feuilles qu'il contenait. Je l'ai ouvert, les mains raides, et les premiers mots m'ont coupé le souffle. Requête pour mise sous tutelle d'urgence des lois Marcelli. Je me suis forcé à lire chaque ligne, bien que chaque phrase soit un coup. Leadership erratique, déclin émotionnel, incapacité à juger sous pression. Déclaration signée par des gens en qui j'avais eu confiance. Témoignage affirmant que j'avais oublié des dates clés, rejeté des données, agi sur des caprices. Le langage était clinique, mais derrière chaque accusation, j'entendais la voix de mes parents. Corwin m'observait en silence, me laissant absorber le choc avant de reprendre. Ils ne font pas ça seuls. 2 investisseurs ont déjà signalé leur soutien. Ils veulent un nom familier, tes parents, pour les rassurer. La stabilité plutôt que la vision. J'ai refermé le dossier, mes doigts enfoncés dans le carton. Alors ils me troquent contre des apparences.
Leur propre fille. Il n'offrit pas de réconfort. Ce n'était pas son rôle. Il se pencha plutôt en avant, sa voix égale. Ils avancent vite. Si le tribunal leur accorde le contrôle temporaire, il pourrait geler ton accès au compte de l'entreprise d'ici la fin de la semaine. Ce n'est pas théorique, et loin. C'est déjà en marche. L'amertume m'a serré la gorge, impossible à avaler. Je pensais à chaque sacrifice, les nuits blanches, les fêtes manquées, la progression patiente à travers récession et revers, tout ça pour que mes parents prétendent que j'étais inapte, non par souci pour moi, mais par peur pour eux-mêmes. Le dossier restait ouvert entre nous, mon nom frappé en gras comme une cible. J'ai croisé le regard de Corwin et j'ai senti le basculement. Ce n'était plus une déception. C'était une question de survie. J'ai repoussé le dossier vers lui, ma voix plus ferme que je ne l'étais en réalité. Là alors, on se bat. Je suis restée longtemps assise à ma table de cuisine, bien après le coucher du soleil, la requête résonnant encore en moi. La maison était silencieuse, hormis le ronronnement du réfrigérateur, mais mes pensées hurlaient. Je me suis souvenu de la dernière réunion trimestrielle, quand un administrateur s'était penché vers moi. Ton père dit que tu es débordé. Peut-être devrais-tu lever le pied. J'avais ri à l'époque. Maintenant, je comprenais. Mes parents avaient semé des doutes dans des oreilles prêtes à écouter. D'autres éclats sont revenus, petits mais tranchants. Un jeune associé proposant de clarifier mes propres projections, comme si je ne savais pas lire les chiffres que j'avais construits. Un chef de département hésitant à répondre à mes questions, attendant de voir si Iris ou Tade parlerait d'abord. J'avais tout balayé, me disant que j'étais fatiguée. Mes yeux se sont posés sur la boîte de la boulangerie. Les tartelettes paraissaient parfaites, intactes, mais elles me narguaient. Elles n'étaient plus des souvenirs sucrés d'enfance. Elles étaient la preuve de ma cécité volontaire. J'étais entrée dans leur piège, souriante, les bras chargés d'offrandes, pendant qu'ils affûtaient leurs couteaux. Un frisson m'a traversé à la pensée la plus sombre, et si le conseil les croyait? Et si mes années de rigueur et de discipline pouvaient être effacées par quelques affidavits et un récit bien répété? Je posai mes paumes à plat sur la table et me redressai. La peur était dangereuse, mais le déni avait été pire. Je ne pouvais plus m'offrir ni l'un ni l'autre. Si mes parents étaient prêts à me fracturer morceau par morceau, je devais trouver les fissures dans leur propre armure. Jeudi après-midi, je m'étais forcée à retourner au bureau, bien que les murs paraissent différents à présent, comme si même le verre portait des murmures. Je traversais les couloirs le menton levé, déterminée à ne laisser personne voir à quel point mes mains tremblaient en fermant la porte de mon bureau. La requête de mes parents avait fissuré quelque chose, mais elle ne m'avait pas brisé. Pas encore. Je rassemblais des rapports pour Corwin lorsqu'un léger coup frappa à la porte. Rowan Val, l'un des comptables juniors, restait dans l'encadrement, à peine sorti de l'école. D'habitude, il se tenait à l'écart, poli et diligent, de façon à ne jamais attirer l'attention. Mais maintenant, ses épaules étaient raides, ses yeux jetaient des regards furtifs dans le couloir avant qu'il n'entre. Il tenait une feuille pliée comme si elle brûlait au toucher. « Mademoiselle Marcelli », murmura-t-il, la voix si basse que je dus me pencher. « Je pense que vous devriez voir ça. » Je tendis la main, le tremblement de ses doigts trahissant le risque qu'il ressentait. Il n'attendit pas que je l'ouvre, et recula vers la porte. « S'il te plaît, ne dis pas que c'est de moi. » Puis il disparut. Je dépliai la feuille et l'air me manqua. Un email imprimé depuis le serveur de l'entreprise. Objet, support pré-transition. Le corps du message était court. Direct. Une fois que nous aurons pris le contrôle intérimaire, les primes seront distribuées en conséquence. Iris Marcelli. Je le lus 2 fois, puis une 3e, chaque lecture tranchant plus profondément. Contrôle intérimaire. Pas si, mais quand. Des primes promises en échange de loyauté. Ce n'était pas une préoccupation pour ma santé ou pour l'avenir de l'entreprise. C'était de la corruption déguisée sous une police polie. J'aplatissais la page sur mon bureau, le pouls battant à tout rompre. Tout ce temps, je me disais que je réfléchissais trop, que les petites offenses étaient des accidents. Mais voilà, noir sur blanc, corruption préméditée. Et Rowan, le Rowan discret, ignoré, avait choisi de me le montrer. Il aurait pu garder le silence. Le silence aurait été plus facile, plus sûr, peut-être même profitable si ces primes étaient réelles. Mais il ne l'avait pas fait. Il avait vu la vérité et me l'avait remise, tremblant mais déterminé. Quelque chose en moi s'est stabilisé pour la première fois depuis des jours. J'ai senti un éclair de clarté. Si même un jeune comptable avait le courage de leur tenir tête, alors je n'avais aucune excuse pour faiblir.
Je glissai l'email dans un dossier marqué « Preuve » et compris que le combat avait changé. Mes parents ne me sapaient pas seulement. Ils achetaient leur futur. Et je venais de recevoir le fil pour tout démêler. Je n'attendis pas une autre convocation. Le lendemain soir, je pris la route pour le domaine et entrai dans le bureau où ils étaient assis, le feu projetant leur visage dans un ambre doux. Pendant un instant, ils ressemblaient aux parents que je connaissais, mon père avec son front lourd, ma mère avec son sourire prudent, mais les mots qui suivirent appartenaient à des étrangers. « Lélo », commença Iris, son ton assez doux pour passer pour de la gentillesse. « Nous n'avons jamais voulu que cela paraisse conflictuel. Tu as fait des choses incroyables, mais chacun a son moment. Nous voulons simplement que cette transition se fasse en douceur pour toi. » Tade se pencha, joignant les mains comme si nous discutions de la météo. Mieux vaut partir avant que les questions ne soient posées. Nous pouvons garder cela discret. Te laisser démissionner avec dignité. Il fit une pause, sa voix devenant presque paternelle. C'est de la clémence, ma fille. De la clémence. Le mot me frappa comme de la glace. Ma gorge se serra, mais je forçai ma voix à sortir. Vous avez déposé une requête derrière mon dos. Vous avez dit au tribunal que je suis incompétente. Ce n'est pas de la clémence. C'est un masque. Et j'ai les preuves. Pour la première fois, leurs expressions changèrent. Le sourire d'Iris vacilla, la mâchoire de Tade se raidit. Mais aucun ne reconnut quoi que ce soit. Ils échangèrent simplement un regard que j'avais vu 1000 fois quand ils montraient un front uni au monde. Je ne restai pas plus longtemps. Toute conversation supplémentaire ne leur aurait donné que du terrain. Je me retournai et sortis, mes talons résonnant sur le marbre, le pouls régulier d'une façon qu'il n'avait pas été depuis des semaines. Plus tard, dans mon bureau, je commençai à examiner les dossiers financiers de l'entreprise avec un œil plus acéré que jamais. C'est alors que les chiffres commencèrent à briller comme des braises dans une pièce sombre. Un paiement de 12 000 $ à une société de conseil stratégique inconnue. Un autre de 8 500 $ à un soi-disant consultant à l'étranger, sans rapport, sans livrable, sans trace de travail réel. Je me reculai, fixant l'écran, les chiffres criant plus fort que les mots ne l'auraient jamais pu. La fraude n'était plus une suspicion. Elle était indéniable, enregistrée et horodatée. Mes parents n'avaient pas seulement tenté de me détruire avec un récit, ils finançaient leur trahison avec de l'argent volé. Et à chaque document que je sauvegardais dans mon dossier croissant, je savais que la façade de Clémence se fissurait, ne laissant que l'acier brut de la stratégie derrière. À la fin de la semaine, mon bureau ne ressemblait plus à un espace de travail. Il ressemblait à un bunker. Chaque surface était couverte de classeurs et de dossiers, chacun étiqueté en lettres majuscules, évaluation médicale, croissance du chiffre d'affaires, fidélisation client, récompense du personnel. J'avais construit le mur de preuves brique par brique, comme j'avais construit l'entreprise elle-même patientement, précisément, sans raccourci. J'étendis d'abord les rapports médicaux, signés par 2 spécialistes confirmant ce que je savais déjà. Aucun déclin cognitif, aucune déficience, aucune raison de douter de ma capacité à diriger. Puis vinrent 3 années de chiffres sur le chiffre d'affaires, des graphiques racontant une histoire que les chiffres ne mentent jamais. Croissance régulière, marge saine, expansion réelle. Sur une autre table, j'étendis contrats clients et notes de remerciement. Leur signature prouvait que mon leadership n'était pas seulement cérémonial. Quand la fatigue s'imposa, je me forçai à regarder l'enregistrement de mon discours principal au sommet du leadership l'année précédente. 40 minutes sans aucune note. Chaque fait et chiffre livré avec précision. Je me souvenais de l'ovation debout à la fin, de la fierté qui m'avait traversé lorsque des étrangers reconnurent ce que mes parents avaient longtemps ignoré. En le rejoignant, je ne voyais pas de sentiment. Je voyais de la clarté. Cette femme, c'était toujours moi. Corwin se tenait en face de moi tard dans la nuit, sa cravate desserrée, les yeux plissés scrutant les piles. « C'est bien », dit-il en tapotant un classeur. « Mais souviens-toi, ils peuvent mettre en scène des preuves, anecdotes fabriquées, témoins coachés. Prépare-toi au bruit. » Je hochai la tête, glissant un autre lot de fichiers à sa place. Qu'ils essaient. Les chiffres ne tremblent pas quand on les interroge. Je me redressai, observant la forteresse que j'avais construite. Ce n'était plus une question de nostalgie. Les tartelettes au citron, les souvenirs, le désir de réconciliation, tout cela n'était plus que cendre. Ce qui se tenait devant moi, c'était mon arsenal, et la salle d'audience m'attendait. L'étape suivante n'était plus la survie. C'était la guerre. L'odeur de cire et d'air froid flottait dans la salle, le genre d'endroit où la vérité est censée trancher plus fort que le sentiment.
Je marchais d'un pas assuré, vêtu de noir, tandis qu'en face, mes parents avaient déjà mis en scène leur tableau. Iris portait du crème, douce et posée, l'expression soigneusement peinte d'un calme maternel. Tadeu était assis à côté, le dos droit, projetant l'air d'un patriarche digne chargé d'un devoir difficile. Leur avocat commença avec un chagrin étudié. Il ne s'agit pas d'animosité, dit-il en les désignant. Il s'agit de préoccupation. Mes clients sont des parents aimants qui ont observé la détérioration de leur fille avec une inquiétude croissante, décision erratique, instabilité émotionnelle. Ils ont agi non par ambition, mais par nécessité. Je gardais les mains jointes, écoutant la fiction qu'ils tissaient en public. Chaque mot était poli, mais le sous-entendu était indéniable, de la pitié déguisée en vérité. Puis ce fut au tour de Corroin. Il se leva calmement, sans effets théâtraux, et commença à faire glisser les classeurs sur le banc. Votre honneur, la défenderesse a été évaluée médicalement par 2 spécialistes au cours des 18 derniers mois. Les 2 rapports confirment l'absence de tout signe de déclin cognitif. Il ouvrit le dossier, les pages tamponnées et signées. Un autre classeur arriva ensuite, rempli de 3 années de croissance du chiffre d'affaires, de fidélisation des clients et d'accords d'expansion, tous supérieurs aux normes de l'industrie. La salle bruissait tandis que graphiques et contrats circulaient. Enfin, Corroin posa une pile de documents financiers. Sa voix se fit précise comme un scalpel. Et voici la documentation des paiements non autorisés. 12 000 $ à une société écran, 8 500 cents à un consultant à l'étranger. Ces transferts ont été approuvés par les pétitionnaires, déguisés en dépenses de l'entreprise. Le juge feuilleta lentement les pages avant de lever les yeux. Sa voix était ferme, et pourtant elle frappait comme un marteau. Vous accusez votre fille d'incompétence tout en utilisant les fonds de son entreprise contre elle? Des murmures d'étonnement parcoururent la salle. Iris vacilla, serrant ses mains sur ses genoux. Tadeu ouvrit la bouche, bégaya, puis se tut. Pour la première fois, leur illusion soigneusement construite commençait à se fissurer, et je sentis la scène changer sous leurs pieds. Les mots du juge tranchèrent l'air avec finalité. La requête fut rejetée, emportant avec elle le mensonge que mes parents avaient répété pendant des mois. Mais le marteau ne me protégea pas seulement, il se retourna contre eux. Un examen de leurs manquements financiers fut ordonné. La fraude qu'ils pensaient pouvoir enterrer les entraînait désormais à la lumière. Le soir venu, le conseil convoqua une session d'urgence. Je pris place à la tête de la table, Corroin à mes côtés, tandis que les membres se remuaient mal à l'aise dans leur siège. La voix de Corroin resta calme alors qu'il présentait les preuves une par une. Les emails des tests de loyauté envoyés par Iris, les paiements aux sociétés écrans, les primes promises en échange du silence. Chaque document posé sur le bois poli tombait comme un verdict. Quand la discussion prit fin, il n'y eut plus de débat. Le vote fut rapide, unanime. Tadeu et Iris furent dépouillés de toute autorité. Leurs noms furent retirés des postes qu'ils avaient autrefois portés comme des couronnes. Pour la première fois, ils n'avaient ni scène, ni script, ni pouvoir. De l'autre côté de la table, Iris se pencha en avant, la voix tremblante juste assez pour paraître presque sincère. Nous ne voulions que ce qu'il y avait de mieux. Je croisai son regard, la voix ferme. Vous vouliez ce qui était à vous. J'ai construit ce qui était à moi. Elle tressaillit et un silence s'installa dans la pièce. Les membres du conseil se tournèrent vers moi, attendant mes directives. Le moment qui autrefois me terrifiait me paraissait désormais mérité. Le trône qu'ils avaient tenté de saisir avait disparu, et le poids du leadership reposait de nouveau là où il devait être. Je signai les papiers de destitution sans hésiter, sachant que le prochain chapitre de cette bataille avait déjà commencé. 2 semaines plus tard, je pénétrai dans la salle du conseil à 9 heures précises. Tous les sièges étaient occupés, l'air chargé d'anticipation. En entrant, les membres se levèrent en un signe tacite de reconnaissance. Ce n'était plus de la pitié sur leur visage. C'était du respect. Je pris place à la tête de la table, la chaise qui autrefois pesait lourdement de doute. Cette fois, elle s'ajustait comme si elle avait été faite pour moi. Je laissai le silence s'installer avant de parler. Cette entreprise est mon héritage. Elle a été bâtie sur la discipline, l'endurance, sur des choix jamais faciles mais toujours délibérés. À partir d'aujourd'hui, la trahison a des conséquences, qu'il s'agisse de la famille ou non. Personne ne contesta, personne ne détourna le regard. Ils acquiescèrent simplement, certains lentement, d'autres avec soulagement, comme si le sol sous nos pieds s'était enfin stabilisé. Pendant des années, j'avais lutté pour prouver ma valeur, même aux personnes qui auraient dû l'avoir en premier. Maintenant, je n'avais plus rien à prouver. L'épreuve,
La salle d'audience, le vote unanime, tout cela l'avait déjà fait pour moi. La réunion se termina rapidement. Pas de discours interminable, pas d'applaudissements, juste de la clarté pure et silencieuse. En quittant la salle du conseil, le couloir s'étendait devant moi, illuminé par la lumière du matin. Mes talons claquaient régulièrement contre le sol jusqu'au bureau d'angle que mes parents avaient autrefois occupé. Les stores étaient baissés, le bureau vidé, l'espace dépouillé de leur présence. Je m'arrêtai juste assez longtemps pour reconnaître le vide pour ce qu'il était, non pas une perte, mais une libération. Puis je continuai à marcher. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Ce qu'ils avaient tenté d'effacer, je l'avais récupéré. Ce qu'ils avaient tenté de posséder, je l'avais défendu. Et, au final, je portais en moi quelque chose de plus fort qu'un héritage. L'héritage était enfin devenu mien, et rien qu'à moi.